Le mois de janvier est souvent perçu comme un mois de crise financière. C'est la janviose, dit-on, pour qualifier cette fièvre de difficultés financières qui secoue les ménages après les dépenses effectuées au cours de la période des fêtes de fin d'année. Naturellement, souvent, autour du mois de janvier, il y a une morosité ambiance qui ne dit pas son nom. Il y a la morosité parce que, bon, vous savez, avant les fêtes, tout le monde court dans tous les sens pour se faire quelque chose à la maison pour sa petite famille. Bon, il y a même d'autres employeurs qui, bon, ce n'est pas beaucoup, mais il y a d'autres employeurs qui peut-être paient aussi le mois de janvier pour d'autres employés. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que je dis que dans le mois de janvier, d'autres n'ont pas le salaire. Et c'est peut-être en février qu'ils vont prendre le mois, qui vont prendre leur salaire. Donc, ce que je dis que c'est que chacun fait son effort pour mettre sa famille à l'aise. Au mois de janvier, beaucoup de gens ont des difficultés. J'entends parler souvent, même dans ce mois, j'ai reçu beaucoup d'appels pour envoyer quelque chose à des amis, à des gens. Mais je vois que c'est des gens qui ne devaient même pas se soucier de faire ces choses-là. Mais malheureusement, c'est ce qu'ils font parce qu'ils ont mal géré leur salaire du mois de décembre. Et le mois de janvier, quand vous prenez le commun des Béninois, le commun des mortels, c'est un mois de précarité parce que le mois qui précède janvier, c'est le mois de décembre. Donc, ils sont surpris le mois suivant, c'est-à-dire le mois de janvier, ils sont surpris. Donc, ils sont dans la précarité. Et c'est un mois généralement qui est long. Les gens le disent, généralement, c'est un mois long. Or, ce mois, c'est pas que ça compte plus de 31 jours. Et il y a plus de 31 jours dans le mois. Donc, du fait que les gens n'arrivent pas à planifier leurs dépenses au cours du mois de janvier, ils arrivent à dépenser de façon exagérée, de façon exorbitante au cours du mois de décembre. Je parle du mois de décembre, qui les rattrape dans le mois de janvier. Il faut dire qu'avant les fêtes, et quand on va vers la fin de l'année, le temps presse un peu. Mais quand on dépasse la fin de l'année, on rentre en janvier là. Le mois est un peu lent. Si les gens disent que le mois de janvier est un mois long, c'est normal parce que ce qu'ils ont perçu pour gérer pendant 31 jours, ils ont mis peut-être 2-3 jours pour finir ça. Donc, en cela, leur espoir, c'est pour encore la fin du mois prochain. Donc, ils sont obligés de trouver le mois là difficile. En tout cas, c'est la mauvaise gestion. Il faut prévenir. C'est-à-dire qu'il faut faire le maximum, comme je vous l'ai dit, ravitailler l'intérieur, ravitailler comme il le faut, pour qu'en janvier, qu'on n'ait pas cette morosité-là souvent qu'on a. Quand ils perçoivent le salaire du mois de décembre, ils dépensent ça n'importe comment et c'est pour ça qu'au mois de janvier, ils ont des difficultés. Donc, je leur conseille de savoir raison garder. Et pour que la prochaine fois, ils n'arrivent pas à ce stade. Le mois de janvier, c'est un mois tout comme les autres mois ordinaires. Donc, si tu as un train de vie, si tu peux, comment on appelle-t-on, te fixer un budget au cours du mois de décembre à ne pas excéder, si tu peux te planifier sur le plan financier, si tu peux t'imposer une rigueur dans ta gestion financière, je pense que, en tout cas, c'est ce que moi je fais. En tout cas, moi je ne me plains pas. Moi, je ne me plains pas, soit disant que le mois de janvier, c'est un mois de précarité. Parce que je sais me planifier, je sais me programmer, moi, mes dépenses. Tout ce que j'ai, je dois dépenser, c'est budgétisé pour moi. Même quand vous prenez sur le plan national, même l'État, mais ce n'est pas pour rien qu'on fait des budgets. Chaque année, on vote des budgets. Donc, qu'en est-il d'un particulier? Un particulier aussi doit se donner. C'est une éducation financière qu'on n'a pas au Bénin. Excusez du peu, on ne reçoit pas cette éducation financière dans la cellule familiale. Donc, on doit se fixer un budget. Il est donc conseillé d'opter pour des prévisions d'après-fête. La révision du code électoral souhaitée ou bien demandée, j'allais dire, par les membres de la Cour constitutionnelle, et ce n'est pas pour
permettre au président Patrice Talon de rempiler pour un troisième mandat. Non, ce n'est pas ça, c'est purement technique. Je crois qu'à beaucoup d'occasions, le chef de l'État a affirmé quand même son engagement de ne pas faire un troisième mandat. La position du président Patrice Talon est très claire, un démocrate. Et le président Patrice Talon partira en 2026. Le président de la République, ça fait déjà plusieurs fois qu'il prend des initiatives pour rencontrer la classe politique qui s'oppose à la mouvance. C'est à saluer, c'est une initiative à saluer. Ça prouve qu'au Bénin, nous prenons langue, nous discutons autour des sujets majeurs pour une meilleure organisation de la démocratie, dans le cas particulier des élections générales de 2026. Voilà, il réaffirme son engagement à respecter le nombre de mandats qu'un président doit exercer dans notre pays, car c'est vraiment à l'initiative du chef de l'État que c'est inscrit dans notre constitution que de la vie d'un individu, il ne peut que exercer 2 mandats au Bénin, de toute la vie de l'individu. Vraiment, le chef de l'État est à saluer, nous le soutenons. Je pense que les gens ont voulu manipuler le peuple. Sinon, ce débat-là était déjà clos depuis. Vous devez constater que les députés qui ont voté, qui ont fait la révision de la Constitution, étaient favorables au chef de l'État. Ils pouvaient mettre ce qu'il faut mettre dans la Constitution et qu'il arrangerait. Et c'est lui qui a dit que de mettre dans la Constitution qu'un Béninois de sa vie ne peut briguer plus de 2 mandats. En principe, si les gens veulent être sérieux, je pense qu'on ne doit plus amener ce débat-là sur tapis. Il vient de leur confirmer que lui, il est un homme de parole. Il a dit et il le martèle encore. Je pense que le débat est court. La constitution de notre pays prévoit un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Donc, si le chef de l'État lui-même dit qu'il ne va pas briguer un 3e mandat, c'est son opinion, dans le respect strict de la Constitution. Il vaut mieux tard que jamais. Le Bénin, c'est pour nous tous et nous n'avons qu'un seul pays. Il faut que chacun fasse l'effort de se débarrasser de l'esprit de vengeance. Il faut que chacun fasse l'effort d'écouter l'autre pour qu'enfin nous mettions fin à la souffrance des populations, parce qu'en dernière analyse, c'est elles qui souffrent. Les autres partis qui ont été agréés aspirent à aller aussi aux élections. Il faut que tout le monde aille chercher son parrainage. C'est la légalité même. Si on fait autre chose, ce sera toujours la rupture d'égalité. Est-ce que on réussira à avoir un consensus quand même assez large pour corriger pour de bon, parce qu'il y a plusieurs dispositions de ce code qui posaient problème au niveau de la classe politique, notamment au niveau de l'opposition. La situation nous est offerte aujourd'hui de pouvoir relire dans un cadre plus ou moins consensuel. Et c'est ça que nous devons saluer. Et cette disposition du chef de l'État également a laissé libre cours à la discussion autour de la question, fait que je pense qu'on est en train de faire un premier pas de bien. Il faut le féliciter. Le chef de l'État, s'il comprend finalement que sa gouvernance a permis à des gens de se retrouver dans des situations que personne ne désire aujourd'hui. Et s'il désire aujourd'hui de pouvoir faire mieux les choses, c'est que peut féliciter. C'est-à-dire, le plus important, c'est de le surveiller comme lui sur le feu. Le plus important pour les partis politiques, c'est de travailler à ce que nous puissions avoir un système où, même si on met votre pire ennemi à la Sénat, si on met votre ennemi juré à la Cour constitutionnelle, que les élections soient les plus libres, transparentes et apaisées le plus possible. La démarche est une démarche d'un président responsable, un président qui, dans sa gouvernance, est élégant, et nous souhaitons qu'il aille bien au-delà, et donc qu'il faut que la concertation
implique également les partis politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Nous avons beaucoup d'autres éléments à apporter pour étoffer donc les possibilités de modification pour que le vivre ensemble politique soit encore plus agréable. Le Bénin marque une avancée significative dans la lutte contre le paludisme, première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans au plan national. Sur le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou, les premières doses de vaccins antipaludiques destinées aux enfants de moins de 2 ans ont été réceptionnées par le ministre de la Santé Benjamin Nkpati et le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Au total, 215 900 doses du vaccin contre le paludisme ont été réceptionnées, faisant ainsi du Bénin le 4e pays à recevoir les doses de vaccin RTSS après le Cameroun, la Sierra Leone et le Burkina Faso. La réception de ces vaccins s'inscrit dans le cadre de son introduction dans le programme élargi de vaccination. Mesdames et messieurs, distingués invités, en dépit des évolutions encourageantes constatées ces dernières années dans la lutte contre le paludisme au Bénin, cette affection demeure encore endémique et représente la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Elle représente 40% des consultations externes et 25% de toutes les admissions à l'hôpital. Avec le développement récent des vaccins sûrs contre le paludisme et suite aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, le Bénin a manifesté son intérêt pour l'introduction du vaccin RTS dans le programme élargi de vaccination. L'arrivée du vaccin contre le paludisme constitue une avancée décisive dans la lutte contre la maladie. C'est un game changer, pour le dire en anglais. Et quand je pense que le vaccin contribuera à coup sûr à la réduction de la mortalité infantile, quand je pense aux économies en ressources grâce à la réduction des hospitalisations, quand je pense à l'allègement de la pression sur le système de santé du pays, alors je suis convaincu que nous touchons là quelque chose de grand. Je rêve du jour où, grâce au vaccin, les familles béninoises ne seront plus endeuillées par le paludisme. Je rêve du jour où nous pourrons nous rappeler de ce soir, 15 janvier 2024, et nous dire avec un sourire, ça a commencé là. C'est l'occasion pour moi de remercier au nom du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour qui la lutte contre le paludisme est une priorité absolue, et du gouvernement, Gavi l'Alliance du vaccin pour avoir approuvé la demande de soutien à l'introduction du vaccin contre le paludisme du Bénin. Et j'exprime également notre profonde gratitude à l'UNICEF et à l'OMS pour avoir accompagné le pays dans l'acquisition des vaccins et la livraison de ces vaccins. Le ministre encourage les populations, en particulier les parents, à faire vacciner leurs enfants contre le paludisme pour les protéger contre cette maladie mortelle. Le ministre a ajouté que l'introduction du vaccin dans le PEV favorisera l'amélioration globale de la santé et du bien-être des femmes, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents. Il a également souligné que l'introduction du vaccin n'annule pas les autres mesures déjà mises en œuvre, telles que la propreté, les moustiquaires. La victoire 1-0 du Maroc contre la Zambie dans le groupe F mercredi a assuré à la Côte d'Ivoire la 4e place parmi les meilleures équipes classées 3e, lui permettant ainsi de se qualifier pour la phase éliminatoire de cette Coupe d'Afrique des Nations. La défaite de la Zambie a laissé les Copper Bullets avec 2 points après 3 matchs, un de moins que la Côte d'Ivoire qui n'avait pas réussi à assurer sa propre qualification en perdant 4-0 contre la Guinée équatoriale lors de son dernier match de groupe. Après la démission de son sélectionneur Jean-Louis Gasset, la Côte d'Ivoire doit désormais relever un défi de taille en 8e de finale, affronter le Sénégal, champion en titre, lundi. Mercredi a aussi vu la Tanzanie faire ses adieux à la CAN 2023 après un match nul face à la République démocratique du Congo pour la dernière journée du groupe F. Un match nul toutefois suffisant pour permettre aux Léopards d'aller en 8e de finale où ils affronteront l'Égypte sans Mohamed Salah dimanche prochain.
La Coupe d'Afrique des Nations se prépare pour les éliminatoires après une série de matchs pleins de rebondissements en phase de poule. Les équipes ont été réparties en 6 groupes. La Guinée équatoriale et le Nigeria en tête du groupe A assurent leur place en 8e de finale. Le Cap-Vert domine le groupe B devant l'Égypte. Les Sénégalais, champions en titre, mènent le groupe C suivi du Cameroun. Le Maroc termine en tête du groupe F suivi de la RDC alors que le Mali domine le groupe E. L'Afrique du Sud pointe à la 2e place. La Guinée, la Namibie, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, pays hôtes, ont progressé en tant que les 4 meilleures équipes classées 3e. Les affiches à venir comprennent le Nigeria face au Cameroun, Cap-Vert, Mauritanie, la Guinée équatoriale contre la Guinée, l'Angola face à la Namibie, le Mali contre le Burkina Faso, l'Égypte face à la RDC, le Sénégal contre la Côte d'Ivoire et le Maroc face à l'Afrique du Sud. L'effondrement d'une mine d'or illégale dans le district de Kabanga, dans la région de Koulibo au Mali, a fait au moins 70 morts la semaine dernière. Il est possible que le bilan s'alourdisse et pour cause, une centaine de personnes se trouvaient dans la mine au moment de l'accident. Les chiffres qui sont sortis comme information, d'ailleurs des chiffres non exhaustifs, ce n'est jamais arrivé. Alors comment cela a pu être arrivé ? C'est la question fondamentale. Mais je pense que les plus hautes autorités vont prendre toutes les mesures idoines pour mener une très bonne enquête et situer la responsabilité. Ce n'est pas une zone d'orpaillage, c'est un site qui a été transformé en site d'orpaillage que nous n'avons pas compris. Et donc les écoutes sont en cours. Le secteur minier fait vivre plus de 2 millions de personnes au Mali. En Guinée, Mamadi Doumbouya est monté en grade, il n'est plus colonel mais général de corps d'armée. Le chef du pouvoir militaire a été décoré au cours d'une rencontre mardi avec les commandants de toutes les unités du pays, ont indiqué les services de la présidence guinéenne sur les réseaux sociaux mercredi. Un moment considéré comme historique par la présidence, la dernière réunion de ce genre datant de 1958. En marge de cette rencontre, le général Doumbouya a annoncé qu'il quittera le commandement du groupement des forces spéciales, laissant sa place à son adjoint, le lieutenant-colonel Mouktar Kaba. La montée en grade de Mamadi Doumbouya marque de toute évidence un tournant dans son parcours tumultueux, marqué par sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021, renversant l'ancien président Alpha Condé. Âgé de 43 ans, le général Doumbouya avait été placé à la tête du groupement des forces spéciales par Alpha Condé en 2018. Cette unité d'élite, initialement créée pour protéger le chef de l'État contre d'éventuels putschs, s'est finalement retrouvée au centre d'un renversement de régime. Alors qu'ils manifestaient en soutien aux Palestiniens, les défenseurs des droits de l'homme ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police jeudi à Nairobi au Kenya. La mobilisation a eu lieu à quelques heures de la décision de la Cour internationale de justice sur les accusations de génocide portées par l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël à Gaza. Les organisateurs disent avoir reçu le feu vert des autorités et dénoncent la répression policière. Aujourd'hui était censé être une marche de solidarité pacifique. Nous nous attendions à ce que ce soit une manifestation très pacifique où nous montrerions notre solidarité. Mais ce que nous avons vécu aujourd'hui ne l'était pas. C'était plutôt injuste. Nous avons été la cible de gaz lacrymogène et de menaces de la part de la police et certains de nos collègues ont été arrêtés. Le rassemblement s'est déroulé alors que le ministre allemand des Affaires étrangères séjourne dans le pays. Un signal sans doute en direction de Berlin qui fait partie des défenseurs de la cause israélienne. Les opérations militaires de l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne ont fait déjà plus de 25 000 morts selon le ministre de la Santé de Gaza. Job Sikala, membre du principal parti d'opposition au Zimbabwe, a été reconnu coupable mercredi d'incitation à la violence publique par un tribunal de Harare.
Il avait été arrêté en juin 2022 après l'assassinat d'un militant d'opposition. Le juge Miti a reconnu Job Sikala et l'honorable Godefroy Sitole coupables d'incitation à la violence publique. L'affaire a été reportée au lundi 29 afin de traiter les questions relatives aux plaidoiries. Alors qu'il est accusé d'être l'instigateur des violences qui ont suivi le meurtre d'un opposant, sa défense dénonce la violation des droits de l'homme dans le pays. La situation des droits de l'homme dans ce pays est extrêmement préoccupante et elle semble se détériorer. Nous avons les cas de détention avant le procès, comme nous l'avons vu en ce qui concerne Job Sikala. Il y a aussi des enlèvements et des tortures, même pour certains de ceux qui sont ici au tribunal. Mercredi, les partisans de la coalition des citoyens pour le changement ont manifesté devant le tribunal après la décision des juges. Un homme a été inculpé jeudi de 76 chefs d'accusation de meurtre et de 86 autres de tentatives de meurtre dans l'affaire de l'incendie le 31 août 2023 d'un immeuble d'habitation abandonné de la ville de Johannesburg, tuant 76 personnes et faisant des dizaines de blessés. Il est passé aux aveux lors d'une audience. Cette affaire est relativement récente et doit encore faire l'objet d'une enquête. Les enquêtes de cette nature prennent beaucoup de temps, au moins plus d'1 an dans ce cas particulier. Il ne faut pas oublier qu'un grand nombre de personnes impliquées sont censées être décédées à la suite de l'incident. L'avocat reconnaît avoir reçu une copie des aveux de son client. Selon l'accusé, il aurait délibérément provoqué l'incendie après avoir mis le feu sur le corps d'un homme qu'il venait de tuer, en suivant les conseils d'un trafiquant de drogue tanzanien. Dans des circonstances normales, les membres de la famille sont lésés et les gens ne sont manifestement pas contents. Et elle mentionne qu'il y a maintenant un baron de la drogue. Sa sécurité est maintenant en jeu. Une nouvelle audience est prévue en février. L'avocat de l'accusé pourrait demander la libération sous caution. En cas de procès, le suspect risque la prison à vie. Anthony Blinken est arrivé mercredi en Angola. Il achève dans ce pays jeudi sa tournée en Afrique. Le chef de la diplomatie américaine a visité avant l'étape angolaise le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Les États-Unis et l'Angola se sont rapprochés ces derniers temps. Anthony Blinken a salué l'état actuel du rapprochement entre les deux pays. Nos relations sont plus fortes, plus importantes, plus étendues que jamais au cours de nos 30 années d'amitié et en ce moment de transformation. Le président Biden m'a demandé de venir à Luanda pour aider à construire et à accélérer nos progrès. Parmi les sujets d'intérêt commun figurent le pétrole et les infrastructures. Washington a investi notamment dans le couloir Lobito, reliant la RDC et la Zambie via le port angolais de Lobito. Lors de l'échange avec son homologue angolais, Anthony Blinken s'est félicité de l'adhésion de Luanda aux accords d'Artémis visant l'exploration pacifique de l'espace. Nous sommes ravis que l'Angola soit désormais le 33e pays à adhérer aux accords d'Artémis. Il s'agit d'un ensemble de principes pratiques destinés à guider l'exploration sûre, pacifique et durable de l'espace au profit de l'humanité tout entière. J'ai eu l'occasion de visiter aujourd'hui le nouveau musée des sciences ici à Luanda, qui est une installation merveilleuse, et je peux voir des générations de jeunes Angolais élargir leurs propres horizons. Mais je pense que les accords d'Artémis sont aussi un puissant symbole du fait que notre partenariat, nos relations atteignent un nouveau sommet. Le secrétaire d'État américain a rencontré le président angolais João Lourenço à Luanda. L'implication de l'Angola dans la résolution de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo a sans nul doute aussi été au menu de leurs échanges.